Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa. Et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du collectif SoWow. Je suis Sophie Plumer et je suis accompagnée de Valentine Gattard et de Stéphane Hugon. Bonjour à tous les deux et merci de partager le premier épisode au format interview du collectif SoWow avec moi. Bonjour Sophie. C'est une joie. Avant de démarrer notre échange, je tiens à remercier les 4 partenaires du collectif SoWow qui nous suivent tout au long de l'année. Yemanja, Skill & You, Bigger et Urban Sports Club. Ces partenaires soutiennent le travail que nous menons cette année autour d'une question clé qui est comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise. Et cette question est d'ailleurs l'objet de ce premier épisode d'interview que nous menons ensemble, Valentine et Stéphane. Stéphane, vous êtes le cofondateur du cabinet Eranos, vous êtes aussi sociologue, et comme nous parlons dans notre thématique de relations, il nous paraissait essentiel d'avoir le regard d'un expert sur les relations sociales, en particulier dans le monde du travail et de l'entreprise. Pour commencer cet épisode, derrière ces 2 étiquettes de cofondateur d'Eranos et de sociologue qu'on peut lire très facilement sur le web et sur LinkedIn, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, présenter votre poste d'observation du monde et puis peut-être votre spécificité, votre touche à vous? Donc avec plaisir. Alors effectivement, j'ai cofondé Eranos en 2005, donc bientôt 20 ans, l'âge de ma fille. Et on avait, avec Michael Dandrieux, mon associé, la conviction que le monde se plaçait dans une situation qui allait s'accroître, qui était celle de perdre une compréhension d'elle-même, c'est-à-dire que les récits produits par les institutions et notamment par les entreprises étaient de plus en plus décalés ou de moins en moins en phase avec un imaginaire social, c'est-à-dire la manière dont les gens construisent une relation de travail, d'engagement, une relation de sens par rapport à une entreprise, mais aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes de l'entreprise, mais qui à l'époque étaient considérées pour nous issus des sciences humaines comme tout simplement la société. Voilà, donc transformation sociétale, et il nous est apparu en travaillant assez rapidement notamment avec les marchés du luxe, mais également les entreprises dans le champ de la banque et de l'assurance, mais également l'armée, mais également les industriels plus tard. Il nous est apparu à travers ces filtres-là de ces différents marchés qu'en fait il existe un actif de l'entreprise, un asset de l'entreprise, exactement ce que vous avez dit en ouvrant la discussion, qui est en fait la relation sociale, et pour lesquels la culture occidentale, les marchés occidentaux ont des difficultés à identifier, verbaliser, monitorer cette relation sociale. Là où, en Asie, nous, chez Eranos, on a un bureau à Séoul, par exemple, en Corée du Sud, les Asiatiques sont beaucoup plus à l'aise pour déterminer, pour qualifier, pour monitorer ce qui est l'engagement, l'autorité, la confiance, l'hospitalité, l'entre-soi, le groupe, la cohésion, la cohérence d'une organisation. Voilà, on est dans un moment qui est à la fois historique, économique, dans lequel l'entreprise a besoin de prendre le liant, l'espace vide qu'il y a entre les personnes, cette matière molle, la matière invisible, qui est un actif d'entreprise, qui doit être managé comme les autres actifs d'entreprise, et dont on voit bien que la plupart des dirigeants avec qui nous travaillons, qui sont très à l'aise avec tous les autres actifs, ils sont même très matures et particulièrement performants. Parfois, ce sont des enfants quand ils parlent du lien ou de l'engagement, etc. Modestement, notre conviction chez Eranos, c'est qu'on essaie de réconcilier, resynchroniser les entreprises avec ces impératifs de transformation, et les sciences humaines sont très utiles là-dessus. Comme Sophie nous l'a rappelé au début de cet épisode, notre thématique cette année, c'est comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre les talents et les entreprises. Alors vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais vous qui travaillez particulièrement sur les imaginaires, quelles sont les premières idées qui vous viennent à l'esprit à l'évocation de cette question-là en particulier ?
En réalité, c'est la transformation de la société qui donne une place différente aujourd'hui de l'entreprise dans la société. C'est une question qu'on ne s'est pas posée pendant très longtemps, la définition de l'entreprise, comme vous le savez, jusqu'à il y a très peu de temps. On va dire autour des années 2005-2010. Après, il y a eu la loi Pacte, il y a eu les transformations à la fois du digital, de l'environnemental, etc., qui ont modifié la place de l'entreprise dans la société. Mais jusque-là, on avait une définition à la Friedman sur, l'entreprise n'a pas à se poser plus de questions que sa rentabilité. Et ça fonctionne assez bien dans la deuxième partie du XXe siècle, jusqu'aux années basculement des années 2000, on va le dire comme ça, puisque l'entreprise prend place dans une société qui est forte, particulièrement en Occident, puisqu'en Occident, on a un phénomène qui est à la fois un phénomène démographique et économique, qui s'appelle la classe moyenne, qui est très puissant en France, et qui fait qu'il y a une aspiration dans l'accomplissement de soi, dans la consommation et dans le travail, qui fait que, sur le fond, l'entreprise n'est là que pour fournir les moyens d'un récit qui est produit, qui est proposé par la société tout entière. Et il y a une grande homogénéité culturelle qui va tenir jusqu'aux années 90 et qui fait que le récit de l'entreprise, c'est le monde est imparfait, vous avez besoin de le corriger et l'entreprise est là pour vous donner les moyens de vous accomplir dans cette espèce d'héroïsme qui fait de vous un bon père de famille, un bon citoyen, un bon collaborateur. L'entreprise n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir de raison d'être, comme on le dira plus tard, d'avoir de vocation, d'avoir d'utilité sociale. À ce moment-là, on ne se pose pas la question de cet équilibre. L'équilibre arrive quand, suite à une série de crises qui vont débuter, on va dire, au début des années 2000, 2001, on pourrait dire, avec les tours, mais après, plus tard, il y a plein de crises, la crise sanitaire, crise financière, crise migratoire, crise, etc., qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, où la plupart des récits qui sont censés nous expliquer le monde, la fameuse téléologie dont nous parlent les gens des sciences humaines, le télo, c'est invisible. Personne ne croit véritablement à ce récit qui était le récit occidental. Et on a besoin de se mettre quelque chose sous la dent. C'est-à-dire qu'il y en a besoin d'un récit qui nous donne un rôle et une place. Les récits sociaux sont affaiblis et il incombe aux entreprises non seulement de fournir les subsides aux personnes pour s'accomplir en tant qu'eux-mêmes, mais également on leur demande d'avoir une opinion sur le monde, on leur demande d'avoir une utilité sociale, on leur demande d'avoir une opinion sur le leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership ? On nous demande d'avoir une opinion sur l'éthique, on nous demande d'avoir une opinion pratiquement politique au sens entier du terme, et on demande aux entreprises, et en particulier aux dirigeants, de prendre la parole, d'avoir un récit puissant, fort, qui permettrait à la personne qui est à l'intérieur de l'entreprise de trouver le relais de ce qu'il ne trouve plus à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Et donc là, on en vient à votre question. Ça modifie complètement la notion d'équilibre entre le temps que je passe et la raison pour laquelle je passe du temps dans l'entreprise et les autres enjeux familiaux, spirituels, militants, associatifs, y compris toutes les choses qui font la vie sociale, les petits territoires de la vie, si je puis dire. Et on s'aperçoit que, puisque les grands idéaux, je pense au droit de l'homisme par exemple, qui était quand même extrêmement puissant, je pense aussi à les formes de la spiritualité, les grandes religions, on va dire les grands monothéismes occidentaux sont en crise, de manière inégale, mais sont en crise. La question militante aussi est en crise. Le syndicalisme, qui a été l'objet clé de tout le XXe siècle, c'est entre 3 et 5% des collaborateurs. C'est donc plus là que ça se passe. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, peu importe, mais en tout cas, quantitativement et empiriquement, il y a une expérience qu'on ne trouve plus dans les lieux attendus pour l'accomplissement de soi, qu'on va aller chercher ailleurs. Et donc ça charge un peu l'épaule du dirigeant et de son organisation, qui se sent maintenant en position de devoir produire, en tout cas c'est l'aspiration des jeunes collaborateurs, alors pas tous, ça on y reviendra, de trouver dans l'expérience du travail le sentiment de l'accomplissement de soi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dépositionner et repositionner votre question, c'est-à-dire faut-il un équilibre ? Certains trouvent la raison d'être de leur existence à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'en fait, la vraie vie est ailleurs. Voilà. Et d'autres, au contraire, trouvent dans l'entreprise le moyen, le véhicule pour accomplir quelque chose et qui veulent modifier le monde. Et qui fait qu'il se trouve aujourd'hui que c'est plus les associations, c'est plus le public, c'est les entreprises qui seront le véhicule le plus efficace, qui aura le plus d'impact pour transformer la réalité tangible des relations entre les personnes et des relations avec notre environnement. Et donc, certaines personnes, à l'inverse des premiers dont je viens de parler, qui étaient plutôt extérieurs à l'entreprise, qui se défont de l'entreprise, ceux-là, au contraire, vont surinvestir l'entreprise comme étant le véhicule de l'accomplissement de cet objet environnemental.
Voilà, donc ça veut dire que dans ma réponse, il y a deux trucs. La première, c'est de dire qu'en réalité, il y a un contexte, une construction de votre question, qui est une construction sociétale sur le moyen terme, sur 50-60 ans, et que derrière ça, la réponse, il y a des formes multiples, puisqu'avec la disparition ou la fragilisation de la classe moyenne, on a en réalité un éclatement des formes du travail, et donc du récit par lequel on s'accomplit dans le travail. Un éclatement des expériences de travail. Là, on est ici dans votre collectif ou dans des lieux qui sont magnifiques, où on voit qu'on vient charger l'expérience tangible du quotidien du travail. C'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu penser d'un atelier ou d'un bureau il y a encore 30 ou 40 ans. On veut y trouver du confort, du réconfort, de la réassurance, de la qualité relationnelle, de la qualité de vie, du récit. Voilà, j'étais beaucoup trop long sur ma réponse. Non, c'était passionnant. Merci. Non, et c'est vrai que pour compléter sur le lieu, qui finalement est assez symbolique par rapport à ce que vous avez dit, on est dans les bureaux d'Yemanja, qui est un de nos partenaires. La pièce dans laquelle on est s'appelle le nid. On a l'impression d'être dans un nid d'oiseau, donc on a des morceaux de bois au mur qui ont vraiment été faits sur mesure pour cette pièce. On a un matériau qui sont des briques de tissu isolantes, recyclées d'un petit atelier français, et tout l'aménagement a été vraiment pensé pour cette pièce uniquement. Donc, c'est un signe d'ailleurs, c'est-à-dire que théoriquement dans notre imaginaire occidental, l'espace de travail est avant tout un lieu fonctionnel, voire fonctionnaliste. Et donc, qu'est-ce qu'on va rechercher ? C'est une espèce d'efficacité, en fait, dans le travail. Et on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus. Ça ne suffisait plus, c'est-à-dire que le schéma mécaniste n'est pas suffisant pour rembarquer les jeunes générations. Et il faut non seulement que ce soit fonctionnel, à minima, il faut qu'en plus, ça ait un sens. Il faut en plus que ça raconte une histoire. Il faut que ça promette quelque chose qui est de l'ordre du symbolique. Il faut que ça promette un engagement, peut-être un impact sur le monde, etc., etc. Et ce qui est assez curieux de voir que c'est dans l'espace de travail qu'on attend cette promesse-là. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Et je vais prendre un exemple très simple. On a fait un gros chantier il y a maintenant quelques années qui a été très important pour nous chez Eranos. C'était pour le groupe Pernod Ricard qui, à l'époque, avait décidé de prendre à bras-le-corps cette idée de convivialité. Ils avaient même signé le groupe par l'expression française créateur de convivialité. Et ils nous ont demandé d'abord de les aider à mieux définir ce que c'est que la convivialité, à la fois pour le consommateur final, mais ils l'ont étendu également en interne de l'entreprise. Alors cette convivialité, il fallait la définir en soi, il fallait définir aussi ce que ça donnait en Asie, aux US, au Brésil. On a fait 21 pays en fait. On a fait un grand tour qui a duré presque 2 ans, qui nous a permis de savoir qu'est-ce que c'est que travailler à São Paulo au Brésil, qu'est-ce que c'est que travailler à Shanghai, etc., etc. Et également, qu'est-ce que c'est que boire un verre ensemble sur les rooftops du Queens ou sur le bar rouge de Shanghai. Donc en réalité, la promesse de la marque, c'est quel est l'événement humain qu'elle permet entre des collaborateurs ou entre des clients. Et ça, je le disais tout à l'heure, en Asie, il y a vraiment une granularité de mots et de vocabulaire pour définir les interactions humaines, là où en France, on a quand même une culture de l'ego, puis surtout une culture très fonctionnaliste dans les relations entre les gens, et on a peu de mots, ou alors ils sont un peu maladroits pour définir ce que c'est que l'hospitalité, que l'accueil, et donc que la convivialité. Quand je vous écoute, il y a une question qui me vient, donc je comprends que quand il y a 50, 60 ans, le lien dans la société, les liens, on les trouvait dans la religion, dans les associations, dans la famille, dans différentes institutions un peu éclatées. Et que là, finalement, l'entreprise vient concentrer beaucoup de choses. Qui dit entreprise dit travail. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur votre vision de la place du travail dans la société et peut-être cette évolution-là de la place du travail à l'heure où, à contrario, la technologie, le digital aurait pu nous faciliter la tâche et nous permettre de nous concentrer aussi davantage sur notre sphère privée et nous éloigner un peu de l'entreprise, en tout cas nous en détacher un peu. Alors, c'est intéressant parce que y a une réponse qui flotte et qui est en partie juste et qui répond à votre question, qui serait de dire, on le voit beaucoup notamment avec les sujets autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, et on a déjà eu ça dans l'histoire sociale de la technique en Occident, avec l'automatisation dans les années 60, la digitalisation des années 90, c'est qu'en réalité, on pourrait déléguer tous les métiers durs, tous les métiers ingrats, tous les métiers pénibles, récurrents, privés de sens, à la technique,
Vous savez, c'est Keynes qui disait qu'on pouvait ne travailler que quelques heures par jour, que ça serait très largement suffisant si on savait bien s'organiser. Donc, une partie de la réponse, ce serait de dire, OK, libérons-nous du travail et déléguons toute la partie ingrate à des machines qui sont désormais là et concentrons-nous sur la partie noble de notre existence. L'osium, le fameux osium, c'est le loisir régénératif, si je puis dire, pour retrouver ce que c'est qu'une vie collective, qu'une vie politique, qu'une vie sociale, qu'une vie spirituelle, qu'une vie symbolique, etc. En réalité, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on a besoin du travail. On a besoin du travail parce que le travail permet de nous transformer. Quand on est à l'œuvre de quelque chose et quand le travail est bien fait, il permet de trouver dans l'expérience même de cette confrontation, de cette dureté, de trouver une expérience qui est mutuelle. Je transforme la société ou je transforme le fer que je frappe quand je suis un maréchal ferrant ou les slides que je mets en forme quand je suis dans le domaine de service. Donc il y a un côté transitif d'un côté, mais il y a aussi un retour, il y a un feedback. Ce travail me transforme moi-même. Et cette relation mutuelle du travail de l'un sur l'autre évite quelque chose qui est le désœuvrement. Le désœuvrement, c'est l'idée d'être privé d'une expérience de transformation de soi-même et d'être dans une oisiveté qui n'est pas l'oisiveté heureuse comme l'osium que j'ai évoqué tout à l'heure, mais plutôt une oisiveté qui finit par nous faire tourner en rond. Le travail est l'expérience par laquelle on participe à la société. Et donc, il faut continuer de travailler. Et d'ailleurs, regardez comme beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en retraite ne savent pas du tout gérer le manque de travail et trouvent une activité parce qu'en réalité, c'est dans et par le travail qu'ils s'accomplissent eux-mêmes. Donc, je ne crois pas à la disparition du travail. Je crois à un meilleur travail et plus de travail. Alors, je vous dis ça, moi j'ai 55 ans et donc je vois arriver dans 10-12 ans quelque chose qui va... Mais les gens de ma génération n'ont pas spécialement envie d'arrêter de travailler. Alors, bien sûr, on ne parle pas de gens qui ont des travaux pénibles, des choses comme ça, y compris dans les travaux, même les travaux de service. Il y a plein de choses qui sont très pénibles. C'était ça mon point. Je ne voudrais pas dire que la technologie ou l'entreprise est quelque chose qui nous aliène dans le travail. C'est vrai dans certains aspects, mais ce n'est pas du tout vrai dans d'autres. Je crois que c'est dans et par le travail qu'on socialise, qu'on participe d'un récit et qu'on est une partie prenante de quelque chose de plus vaste qui s'appelle la société tout entière. Bon, c'est exactement ce en quoi on croit. Hein. C'est pour ça qu'on a dressé cette problématique. Alors, dans le collectif So Wow, on a commencé notre travail sur cette thématique donc de la relation entre talent et entreprise par des interviews d'acteurs du monde de l'entreprise, donc des managers, des dirigeants, des RH, des talents, des collaborateurs et des collaboratrices, des acteurs aussi institutionnels, pour comprendre ce qui se passe, c'est quoi l'équilibre de la relation aujourd'hui. Une première leçon que nous retenons de cet échange, c'est l'importance du vocabulaire et surtout ce qu'on met derrière les notions donc, que nous, on a employées dans notre problématique, notamment les termes équilibre, relation et talent. Alors ça nous intéresse de votre côté, Stéphane. Qu'est-ce que vous lisez derrière ces mots équilibre, relation et talent qui pourraient venir nous éclairer et alimenter notre réflexion ? À votre question, je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre, mais je pense immédiatement à quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui s'appelle Christophe Harrigan, qui est le dirigeant d'une mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Générale, et qui a mis en œuvre, au moment du Covid et après, un projet qui s'appelle Open Travail, qui était une manière d'organiser le travail à distance, le télétravail, enfin tout ce qu'on a connu au moment du post-Covid, la réorganisation du travail après le Covid. En fait, il a établi quelque chose qui me semble très juste, c'est qu'il a considéré que le nombre de jours où on peut télétravailler n'était pas un enjeu. Je pense que quand on commence à quantifier le travail, c'est qu'on a perdu le sens du travail. Moi, j'avais trouvé dans une vie antérieure, mais encore antérieure à la vie antérieure dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai un passé à l'université et j'ai vu, pas dans l'université, mais dans des services administratifs, des gens qui étaient objectivement en situation de burn-out et qui pourtant avaient très peu de volume objectif de travail. Donc j'ai vu des gens qui étaient en burn-out à 30 heures. Et ils étaient dans une souffrance tout simplement parce que le sens du travail avait disparu. Et que la qualité relationnelle par et dans le travail elle-même était dysfonctionnelle. Donc oui, équilibre et relation sont des éléments clés. Je dis souvent qu'une entreprise, un collectif, une équipe, on pourrait même dire une société, c'est pas simplement une collection de gens qui individuellement sont formidables, mais c'est une architecture d'interaction qui existe entre les personnes. Cette architecture qui est souvent invisible, elle est souvent informelle,
Alors, il y a un organigramme quelque part, mais il est souvent débordé. Et cet organigramme, ou cette architecture invisible, on l'appelle le design relationnel, c'est une architecture faite de récits, de choses verbalisées, de choses non dites, de secrets, de mythes fondateurs, de petits rituels du quotidien, qui sont souvent mal ou pas monitorés et qui constituent l'éléphant au milieu du salon, quoi, dont personne ne parle et qui pourtant est structurant et va avoir un impact majeur sur la qualité du travail, et qui fait qu'il y a des choses qui sont inhibées et d'autres au contraire qui sont survalorisées. Et à ne pas connaître ou à ne pas considérer cette architecture invisible comme un actif de l'entreprise, ça pose problème. Et de manière très pragmatique, il nous est arrivé chez Eranos d'accompagner des gros déménagements de sièges sociaux, notamment 2 grosses entreprises dans le nord de la France, qui avaient des sièges sociaux entre 1000 et 1500 collaborateurs, dont une avait des métiers très techniques. L'autre était des métiers plutôt de service. Et on a rencontré à chaque fois le DRH qui nous avait demandé d'anticiper, de l'aider à anticiper l'efficacité de la recherche de la résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le temps minimum qu'il faudra pour que l'entreprise soit au moins aussi efficace entre avant et après. Et on s'est rendu compte que la connaissance à l'occidental, que je me disais tout à l'heure, la connaissance des DRH était parfois très forte individuellement sur les collaborateurs, c'est-à-dire des connaissances individuelles sur les profils de poste, etc. Mais ils sous-estimaient totalement les interactions entre les collaborateurs. Et cette architecture, ce sociogramme, si on le dit, c'est-à-dire la relation, cette matière invisible qui existe entre les personnes, qui fait que les gens se sont organisés, qu'il y a des petites pratiques d'innovation ascendante, comme on le dit, ou de choses qu'on fait, d'autres qu'on ne fait pas, ou des mots pour valider des process qui en réalité sont informels, etc. Toute cette seconde entreprise dont on ne parle pas, en réalité, c'est ce par quoi elle tient. Et en période de crise, c'est ce par quoi elle permet de dépasser la crise. Donc il y a un asset qui est souvent informel, qui est connu, mais de manière très partielle, et qui est pourtant clé, notamment dans ces déménagements. Là-dessus, les sciences humaines sont très utiles pour marquer les éléments. Nous, on a travaillé souvent avec des aménageurs, du dirigeant jusqu'à l'aménageur qui fait du space planning, donc qui fait des choses un peu comme ici, c'est-à-dire de la mise en forme, de la cristallisation d'une culture managériale. Ici, c'est pas rose pour rien, ça a un sens par rapport à l'entreprise qui porte ce sens, cette histoire, ce récit, etc. Et la question du lien, elle est absolument clé pour comprendre véritablement ce qui fait la valeur de l'entreprise, en particulier dans les périodes un peu chahutées comme aujourd'hui. Donc oui, l'équilibre, la relation et le talent, vos 3 termes me plaisent beaucoup, pas seulement parce que je suis sociologue, mais parce qu'en fait, ça touche des problématiques que nos clients aujourd'hui nous posent comme étant des problèmes d'organisation, en fait. Alors vous nous avez déjà donné beaucoup d'éléments sur la place de l'entreprise, le rôle du travail aujourd'hui, donc à quel point il est important de redéfinir le récit du travail, concept qui m'est particulièrement cher. Aujourd'hui, selon vous, quelles images entourent l'entreprise ? Comment cette image-là, elle vient s'immiscer dans la relation ? Je vais vous répondre de manière très pragmatique. On a fait un programme qui était plutôt un programme d'études. Chez Eranos, on a à la fois un métier qui est plutôt un métier d'institut, mais surtout un métier de conseil et de transformation. Donc on a à la fois des gens qui cartographient et d'autres qui transforment les sociétés. Et on avait demandé un programme sur... c'est une très belle organisation d'ailleurs qui s'appelle HLU, Heart Leadership University, qui nous avait demandé de réfléchir sur la question du leadership. Donc on a fait une grande enquête, on a fait d'abord une enquête historique. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose qui s'appelle le leadership, qui n'a pas de mot français ? Seuls les Québécois ont des très bonnes formules pour remplacer la guidance en toutes sortes de mots, mais en français, on parle de leadership. Et il y a une évolution des formes d'expression de ce qu'est le leadership depuis 1840, qui est la date d'apparition de ce terme, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'expression, plusieurs formes du leadership. Et le job était d'abord de définir tout ça, de le caractériser, de l'identifier, et ensuite de s'adresser à des Français pour savoir à quelle forme de leadership ils adhèrent. Et on a été étonnés, et c'est là ma réponse, de voir à quel point il y avait un éclatement, une très grande ampleur dans la manière de répondre au leadership, et derrière ça à une culture managériale, et derrière ça au projet du travail dans l'entreprise. Je pense qu'on n'a jamais été autant aujourd'hui dans un imaginaire aussi éclaté
sur qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, quelle est l'image, pour reprendre votre point, qui vient lui donner du sens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de travailler, il y a plusieurs imaginaires du travail, il y a plusieurs postures dans la relation entre la personne qui travaille et son N+1 ou son encadrant. En tout cas, on s'est aperçu que plus que jamais aujourd'hui, les images dont vous parlez, qui sont les images de l'entreprise, en réalité sont une myriade d'images. Et c'est très compliqué parce qu'en réalité, quand vous recrutez des gens, quand vous managez des gens, vous le managez sur des items qui sont des items fonctionnels, sur des profils de poste. Et en fait, il faudrait rajouter, ce qu'on a fait nous, dans certains de nos travaux, des catégories proprement socio-économiques sur quel est l'imaginaire du travail qui vous motive, en fait. Quelle forme, il faudrait faire des personas, mais il en faudrait plein, véritablement. Voilà. La RH que je suis, quand je vous écoute, je me dis que ça serait intéressant en recrutement de poser la question quelle est ta vision de l'entreprise, quel imaginaire tu mets derrière l'entreprise et le travail en fait, pour comprendre quelle est la personne ou le prisme de la personne qui est en face de moi. Mais c'est clé. En fait, c'est induit aujourd'hui dans la relation au travail, alors qu'en réalité, c'est très différent. Nous, on a la chance chez Eranos. Là, on a depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de nouveaux collaborateurs qui sont arrivés. Et on a été étonné de voir à quel point, parce qu'il y a toujours une question quand on accueille des gens ou quand on est en discussion avec eux, sur qu'est-ce qui vous attire chez nous ? Qu'est-ce qui fait que vous allez venir chez nous ? Nous, on est quand même une petite société d'une quinzaine de personnes à Paris, un petit bureau à Séoul. Donc, on a plutôt des gens qui sont plutôt des transfuges de grands cabinets, des gros cabinets de conseil parisiens, etc. Donc, ils viennent vers nous dans quelque chose de plus artisanal, on va dire. Qu'est-ce qui vous attire chez nous ? Et donc, on écoute la motivation, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des motivations qui sont très variables et moi, que je ne connaissais pas il y a 10 ou 15 ans. Dans les échanges que nous avons justement avec les entreprises qu'on interroge dans le cadre de notre étude pour améliorer la relation qu'elles ont avec les talents, nous observons qu'elles ne manquent pas d'énergie ni d'idées. Ça, c'est vraiment un point commun. Je ne sais pas si vous l'observez aussi quand vous intervenez en entreprise, mais en tout cas, elles ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans l'amélioration des relations qu'elles ont avec les candidats, les futurs candidats, et puis les personnes qui travaillent aujourd'hui pour elles. Elles innovent sur des sujets très pratico-pratiques, de pratiques RH, de modalités de temps de travail, de lieux de travail, etc. Mais parfois, on a un peu le sentiment d'une énergie perdue. Que cette énergie, elle est parfois pas reconnue ou peu reconnue par les talents, par même le corps managérial qui est censé porter ces idées et ces innovations. Et chez SoWow, on aime bien parler d'optimisme pragmatique. On aime croire qu'il y a plein de choses qui sont possibles pour améliorer la relation entre talent et entreprise. Ce qu'on observe, c'est qu'on se dit, il y a beaucoup de gens qui sont en action, beaucoup de gens qui ont envie. Donc ça, c'est super chouette. On voit qu'il y a des choses encore à mieux caler. Ma question porte plutôt sur le pragmatisme. Quels sont les leviers prioritaires, selon vous, sur lesquels les entreprises peuvent jouer, doivent jouer pour améliorer le lien qu'elles ont avec leurs collaborateurs et leurs collaboratrices ? Je pense que les entreprises doivent prendre très sérieusement leur culture, leur mission, leur vocation, pourquoi pas leur utilité sociale quand elles en ont, et produire un récit, c'est-à-dire vraiment le formuler, repartir de leur mythe fondateur, voir comment ce mythe fondateur s'inscrit dans des pratiques quotidiennes, et comment on peut sortir de la définition de Milton Friedman, qui est très efficace en son temps, qu'il est moins aujourd'hui, et qui doit proposer non seulement une machine qui doit être fonctionnelle, mais également un récit, un projet de société. Il ne faut pas oublier que l'entreprise aujourd'hui est un acteur culturel. Vous savez, c'était le talk de Bernard Arnault au début de l'année. Lui parlait des maisons de luxe. En réalité, ça pourrait s'étendre à plein d'entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, les marques employeurs ont aujourd'hui, on l'a vu particulièrement au moment du Covid, un impact réel sur notre quotidien, sur notre manière de vivre, sur nos vies familiales, sur nos vies de quartier, etc., etc. Donc de fait, les entreprises sont de plein pied dans l'imaginaire social, dans la société. On ne peut pas les limiter à des simples acteurs économiques. Or, la plupart des entreprises n'ont pas encore accompli ou n'ont pas encore formulé, n'ont pas encore dévoilé cette fonction sociale. Et donc, c'est lorsqu'on dévoile cette fonction sociale, à ce moment-là, que ça rencontre des aspirations, comme on disait tout à l'heure, de la part des jeunes entrants,
qui, eux, ont des projets, eux, ont des besoins, des aspirations qui ne sont d'ailleurs pas étanchées et exaucées par les opérateurs tels qu'on les évoquait tout à l'heure, les récits sociaux. Donc en fait, il y a une rencontre qui doit se faire, il y a une demande forte de la part des publics, et pour l'instant, les entreprises ne sont pas à la hauteur de la réponse à formuler pour qu'il y ait une rencontre forte et entière, de telle manière à ce qu'il y ait très justement cet équilibre entre les talents et les entreprises. Et je pense que c'est à la RH de porter ça. Et on s'aperçoit que la dimension culturelle, la dimension d'acteur civilisationnel devient clé. Alors, c'est très encombrant, ce que je dis. C'est très, très encombrant. Et moi, je l'entends chez les DRH, notamment dans le domaine bancaire, mais pas que. Des gens qui, il y a 10 ou 15 ans, nous disaient, en fait, il faut non seulement les manager, mais il faut aussi les former, puis il faut un peu les éduquer aussi. Donc, en fait, ça devient lourd, cette affaire. C'est pas seulement un rapport professionnel, c'est aussi un rapport sociétal et c'est presque un rapport familial. Et donc, en fait, c'est rétablir l'ordre, rétablir l'autorité, rétablir la subordination, etc. Donc, tant que les entreprises n'ont pas pris la mesure de ce sur quoi on les attend en tant qu'acteurs culturels, alors elles peuvent décider de ne pas le faire, mais à ce moment-là, il faut qu'elles formulent le fait qu'elles ne le feront pas. Il y en a plein qui l'ont fait. Comme qui ? Certains opérateurs ont décidé d'avoir je pense là encore dans le domaine bancaire, décidé de ne pas prendre la parole trop fortement ou en dessous de ce qu'ils pourraient faire. Ou même des grands acteurs de la communication, des grands médias, etc., avec qui nous on collabore, qui ont décidé d'avoir une humilité sur le sociétal, sur la RSE, et d'être au niveau légal, et de pas prendre plus la parole que ça. C'est un chantier qui est important. Il faut que les marques aient d'abord une introspection sur leur culture, portée par le dirigeant, et qui doit véritablement exprimer ce qu'il veut et exprimer son projet sociétal. J'ai quand même parlé d'une marque avec qui on travaille, Christopher Guérin, qui est le dirigeant de Nexans, qui est un opérateur très très intéressant. Et il a une méthode qui s'appelle les 3 E, qu'il a publié dans un livre qui s'appelle Pour aller dans le bon sens, qui porte très bien son nom, sur lequel il arrive, pour un industriel, c'est pas neutre. Donc eux, ils font de l'électrification, donc ils produisent du cuivre, ils font des câblages de cuivre. Ils ont réduit le nombre de clients, ils ont réduit le volume de cuivre extrait, ils ont augmenté la performance de l'entreprise. La variable, elle se fait sur l'engagement. Nous, on est allés dans les usines en Europe, il y a une vingtaine d'usines, c'est des opérateurs en bleu de travail devant des machines. Là, il y a du tangible, là, il y en a. Et quand on parle du carbone, il y a du carbone. Et en fait, la manière dont l'engagement des collaborateurs s'est fait pour aller dans le sens de ce récit qu'a proposé Christopher Guérin, qui n'était pas facile, il l'a fait parce que l'histoire, le récit qu'il a produit tout en haut et qu'il a partagé jusque devant les machines dans les sites de production sont des choses qui ont été comprises et qui ont permis une rencontre, un engagement. Voilà. Donc en fait, ça marche. Il a démontré ça en fait. Derrière le pilotage et la gestion des entreprises, il y a des indicateurs. Et depuis le début de notre échange, on parle beaucoup de récits, d'imaginaire. Pour des personnes qui vont nous écouter, qui sont à la tête d'entreprise ou des managers opérationnels vont dire ouais, c'est joli le récit, l'imaginaire, mais moi au quotidien on me demande de délivrer des projets en temps et en heure, de piloter un budget, de réduire le turnover, etc. Donc en fait, comment très concrètement un récit, un imaginaire vient nourrir des pilotages opérationnels qui font la vraie vie des entreprises et qui sont ceux sur quoi les gens sont souvent incentivés, même parfois avec des variables de rémunération, etc. Ça, c'est clé ce que vous dites, ça fait écho à quelque chose sur lequel on était il y a encore quelques jours, avec une grande entreprise d'ingénieurs française, sur lequel on travaillait sur les questions de récit, notamment sur les questions de l'inclusion, de diversité et de l'inclusion. Et on s'est rendu compte à quel point, quand ça marche, c'est que les KPI dont on parle, les indicateurs, ne sont jamais séparés du récit. Et cette histoire, elle est portée un peu par la com, mais surtout par le RH. Il faut traduire ce que ça veut dire en termes d'histoire. Parce qu'un KPI, il est rapidement absurde, et puis il se trafique un peu. Donc, rendre un tableau avec des KPI, ça n'est rien si on n'a pas une reformulation qui doit se faire collectivement, et ils font ça dans l'entreprise auquel je pense, reformuler ce que transmettent les KPI. Voilà. L'avantage du récit par rapport aux KPI, c'est que les KPI, il y a des chiffres. Alors, il y a plein de méthodes différentes, en général des indicateurs chiffrés, alors que le récit, il a un début, un milieu et une fin. Le récit, il donne de la perspective.
Le récit, il permet de donner une place, de donner un rôle. Donc en réalité, le récit, il produit de la socialité, il produit de la convivialité. Là où le KPI produit... une satisfaction, quand on est dedans, on est content, mais il faut que le KPI soit le support d'une parole. Sinon, d'abord, les KPI, on en a beaucoup, et tous nos clients, on le voit chez Eranos, nous parlent de trop de KPI, tuent les KPI, et on peut le comprendre, en particulier sur les domaines RSE, et c'est que le début, parce que là, arrive pas mal de choses à la fin de l'année pour les grandes entreprises, qui va être quand même assez fort. Donc, il faut pas crouler sous le nombre de KPI, il faut à tout moment que l'histoire reste audible, simple, appropriable, y compris si elle n'est pas appropriable complètement, mais il faut que ça parle, il faut que ça engage. C'est ce que disait Christopher Guérin. Et ça me fait penser à notre épisode SOWO de l'année dernière sur l'engagement. On avait beaucoup parlé de ça et on disait au nom de quoi on s'engage. Et la motivation première de l'engagement, finalement, c'est de comprendre pourquoi on le fait et effectivement à quel récit on adhère et qu'on a envie de suivre. Donc c'est intéressant aussi de vous entendre et de pouvoir faire des liens avec nos précédents épisodes. Sophie, tu voulais poser encore une question à Stéphane. Non, c'était juste un peu pour la blague. Je me disais, alors qu'on a énormément valorisé ces dernières années les métiers financiers, les savoir-faire et les filières scolaires scientifiques, ça fait du bien d'entendre qu'il faut aussi valoriser les filières plus humaines, plus sociales et plus littéraires. C'était une partie de ce que je retiens aussi de ce que vous dites. Je pense à une de nos stagiaires, on a en permanence des stagiaires chez Eranos, et qui est une fille brillante qui avait fait Sciences Po, qui a fait un long stage et qui était identifiée en sortie de notre stage par des gros cabinets avec qui on collabore parfois, et qui avait un avenir tracé et qui est devenue boulangère. Elle s'est intéressée à la question de la transmission, notamment dans l'entreprise, et elle travaille sur la transmission, mais à travers le levain. Vous savez, cette petite matière comme ça, qui ne meurt jamais, qu'on entretient, qu'on se repasse, etc. La métaphore est très belle. Et donc, effectivement, oui, il est possible qu'elle ait trouvé, qu'elle ne trouvait plus dans l'entreprise l'idée de l'artisanat, l'idée du geste, l'idée du lien, l'idée de l'engagement, l'idée du sens, l'idée du récit, c'est clair. On a parlé de l'entreprise et de la responsabilité de l'entreprise dans la relation entre talent et entreprise. Quel est votre avis sur la responsabilité des talents dans cette relation ? Est-ce qu'ils ont aussi une part à jouer, un rôle à jouer ? Ils ont un rôle à jouer dans la mesure où ils sont structurants. C'est-à-dire que moi je le vois dans les entretiens d'embauche que j'ai vécu depuis ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une inversion des rôles pratiquement de temps en temps, dont on a beaucoup parlé. Et ça n'a pas quelques mois, ça a maintenant une dizaine d'années. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que quand ça se passe bien, il y a une coproduction de quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Et la relation de subordination, elle a pas totalement disparu, parce qu'en fait, il y a le contrat, le droit de travail à la française reste très napoléonien, si je puis dire. Mais sur le fond, ce qu'on a eu souvent, nous, c'est des gens qui nous disaient « J'ai vu votre profil de poste, j'ai vu cette offre, moi j'en ferai ça et je vous conseille de faire ça et on devrait faire comme ça. » Et en fait, ça y est, en fait, il est embarqué. Donc, je crois qu'on est aussi beaucoup attentif en tant qu'employeur à ce genre de posture, de position que prennent les talents, c'est-à-dire de contributeurs. Alors pour terminer notre échange, donc nous avons beaucoup parlé de la notion de récit et je vous avais aussi entendu dans un autre podcast dire qu'il n'y a jamais eu autant de récits possibles pour la résolution des problèmes. Aujourd'hui, quel récit voyez-vous émerger et comment voyez-vous évoluer cette relation talent-entreprise avec ces nouveaux récits ? Alors, il faut se réjouir qu'il y ait plein de récits, parce qu'en réalité, les récits étaient assez univoques pendant très longtemps, et en particulier jusqu'aux années 90. Tout ça a été très refermé. Aujourd'hui, il y a un éclatement des récits possibles, y compris des micro-récits. On est dans ce moment qui est très compliqué, puisque on ne partage pas tous le même monde, on ne partage pas tous les mêmes ambitions. On a, je disais, sur l'anecdote du leadership, qu'on a des définitions du leadership qui elles-mêmes ne sont pas les mêmes. On a des enjeux de pouvoir aujourd'hui autour de ça. On a une décrédibilisation forte de tous ceux qui avaient la main, de tous ceux qui avaient bénéficié d'une autorité. Très difficile aujourd'hui d'être un président, d'être un père, d'être un élu, etc., d'être un dirigeant. Cette période n'est pas terminée. Et donc, nous sommes dans un moment qui est riche de nouveaux imaginaires. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui s'imposent.
Et c'est pour ça qu'il y a une charge particulière de la part des entreprises à essayer de rassembler, relier, de refaire des ensembles cohérents. Et il y a une manière là-dessus qui vient d'ailleurs de la sociologie de l'imaginaire qui consiste à aller rechercher les grands archétypes. Voilà. Et parmi les grands archétypes, je parlais du leadership, il y a plein de manières d'être un dirigeant aujourd'hui, il y a plein de manières d'être une dirigeante aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manière d'être une dirigeante femme aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut prendre les armes des hommes pour aller combattre les hommes sur leur propre terrain ? Ou est-ce qu'il existerait une manière proprement féminine de devenir une dirigeante ? Ça, c'est des éléments qu'on a beaucoup travaillé, nous, parce qu'on nous a beaucoup posé ces questions sur le leadership féminin. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs manières possibles de le faire. En fait, ces différents récits, ils ne fonctionneront qu'en relation avec les publics. Voilà. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut d'abord être attentif à l'écosystème, à ses parties prenantes, ses publics, ses clients, ses collaborateurs. Donc il faut avoir d'abord un moment d'humilité avant de produire un récit, parce qu'il y en a plein, et c'est là la réponse. Il y a plein de récits possibles. Il faut choisir le récit qui est plus en phase avec son temps, sinon on souffre de l'incompréhension, ce qui est un peu ingrat, notamment pour un dirigeant. J'aime beaucoup aussi la notion de résonance de Hartmut Rosa, qui parle exactement de ça, en fait, de trouver le récit qui nous convient pour se sentir affecté par le monde et donc de trouver l'espace où on va pouvoir aussi contribuer à tout ça. Merci beaucoup, Stéphane, pour tous vos éclairages. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Et merci beaucoup à vous. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode avec Stéphane Hugon vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise. Pour continuer à suivre nos travaux, nous vous invitons à suivre nos 4 podcasts, Le Tilt, Chef, L'entreprise de demain et Work Narratives, que nous rappelons en commentaire de cet épisode, ainsi que notre page LinkedIn, Collectif SoWow, sur laquelle nous publions régulièrement des nouvelles de nos projets et de nos travaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Collectif SoWow.